Oui, bonjour mes chers abonnés. Il est 11h24 du matin. Nous sommes le 26 janvier 2026. Alors l'Europe le cafouille. L'Ukraine, la Syrie, et puis la commission sur France Télévisions de l'Assemblée nationale. Voilà à peu près, voilà ce qu'on va faire dans ce point de presse. Mais alors avant tout, les djihadistes en Syrie. Écoutez Vincent Herouet. Bonjour Vincent Herouette. Et bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le sort des anciens combattants de Daesh qui étaient prisonniers des Kurdes en Syrie. Alors on parle de 7 à 10 000 djihadistes capturés à la chute du califat en 2019. Et puis en plus des combattants, il y a aussi les familles, les femmes, les enfants. Au total 70 000 femmes et enfants dont les Kurdes ont été les gardes-chiourmes. Depuis 7 ans, certains prisonniers ont été exfiltrés, notamment des étrangers condamnés en Irak à de lourdes peines. D'autres sont rentrés chez eux, notamment des Françaises. Mais le gros de la troupe est resté en Syrie, au nord. Les Kurdes réclamaient au pays d'origine de récupérer leurs ressortissants, notamment à la France, qui n'a aucune envie de les revoir. C'était une charge pour les Kurdes, mais c'était aussi une garantie. Ils pouvaient compter ainsi sur le soutien des Occidentaux, tant qu'ils assuraient ce service d'après-guerre. Ouais, l'armée syrienne a lancé l'offensive à Alep il y a 15 jours, puis reconquis tout le nord-est, sauf les derniers fiefs kurdes. Alors, les Kurdes se sont repliés à Assaké, leur bastion, et puis à Kobané. Vous vous souvenez peut-être de ce nom qui est devenu célèbre pendant la guerre civile. La ville a résisté à Daesh pendant des mois. Le monde a découvert le courage des Peshmerga et des femmes combattantes. Des centaines sont morts, mais des milliers de djihadistes ont été tués. C'était la première défaite de Daesh, son Stalingrad. Eh bien, ce matin, Kobané est encerclé par les troupes d'Ahmad al-Shara, le président syrien. Des milliers de déplacés y ont trouvé refuge. L'ONU leur fournit des vivres, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que les islamistes arabes prennent ici et aujourd'hui leur revanche. La certitude, c'est que l'Amérique a retourné ses alliances. Avec la France, elle soutient désormais Ahmed al-Shara et l'unité de la Syrie. Et donc, il faut en finir avec l'autonomie kurde, lâcher ceux qui ont combattu Daesh à nos côtés. Donald Trump a dit que leur mission était terminée. Et il fait preuve d'une ingratitude pire que celle qu'il a manifestée la semaine dernière à ses alliés de l'OTAN en Afghanistan. Il est aussi très optimiste car il reste 3 à 5 000 membres de Daesh en Syrie. Ouais, ça n'est pas rien. Qu'est-ce que deviennent les prisonniers, Vincent? Mais la semaine dernière, on a vu une prison abandonnée par ses gardiens et des centaines de djihadistes qui s'éparpillaient. Les forces spéciales américaines en ont rattrapé une partie, aussitôt transférée en Irak, tout comme 150, pardonnez-moi, hauts responsables de Daesh, comme 1 millier de détenus convoyés hier et 6 000 autres devraient suivre. Dans les prisons investies par l'armée syrienne, les soldats qui sont des anciens d'Al-Qaïda ont fraternisé avec les anciens de l'État islamique. C'était prévisible, car ce qui les rassemble, eh bien, est bien plus fort que ce qui les oppose. Hier, la télé syrienne montrait ainsi la libération au milieu des youyous de joie de 126 mineurs de la prison d'Al-Aqtan. La cage est ouverte pour les lionceaux du califat. Eh bien, on espère qu'ils n'auront pas l'idée de se venger des impies qui leur ont volé leur jeunesse. Ouais, les Américains tombent de haut, Vincent. Ils pensaient que l'armée régulière prendrait la place des Kurdes. Ils imaginaient une sorte de Nuremberg du terrorisme islamiste. Al-Shara a été reçu à l'Élysée comme à la Maison-Blanche. L'ancien d'Al-Qaïda a fait bonne figure, il a mis une cravate, mais il ne suffit pas à un loup d'enfiler un collier pour devenir un bon chien de garde. Ces hommes ont massacré des Alaouites en janvier, des Druzes au printemps, des Kurdes cet hiver, et c'est pour cette tyrannie que les Américains, toujours naïfs, et les Français, si subtils, ont trahi leurs alliés kurdes. Signé. Oui, oui. Mais cela pose la question de l'immigration en Europe. Rappelons-nous du Bataclan où il y a des gens de Daesh qui étaient venus de Syrie. Donc, ça pose vraiment cette question de l'immigration. Et Luc Ferry nous répond là-dessus. Vous ne trouvez pas ça extrêmement violent quand vous voyez un petit garçon de 5 ans, une fillette de 2 ans qui sont arrêtés par cette police
anti-immigration. Encore une fois, je ne suis pas aux États-Unis, je me fiche de ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas mon problème. Il faut s'inspirer. Non, s'inspirer de la lutte contre l'immigration illégale, il faut s'inspirer de ça, et certainement pas de la police AS, qui veut dire la glace d'ailleurs en anglais, et qui en effet mérite son nom, et qui est glaciale, et qui est en l'occurrence meurtrière. Donc séparer la violence inouïe. Mais évidemment, ne confondons pas les deux. La gauche fait exprès de confondre les deux. Voilà, si mon camarade Danny Cohn-Bendit était là, il dirait, voilà, tu vois, tu es contre l'immigration illégale, et ben voilà où ça conduit. Non, ça conduit pas à ça. Moi, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis comme vous. Je veux dire, j'ai cette expérience, je ne sais pas si ça vous est arrivé, simplement d'être arrêté sur l'autoroute par des flics américains. Et c'est dingue de chez dingue. Oui. Ils vous mettent la main sur le capot, vous avez les pieds en arrière, ils vous fouillent comme si vous étiez un chien enragé, ils ont la main sur le pistolet, mais ils sont complètement siphonnés, ces gens-là. Donc je ne défends pas ça, mais qu'on n'utilise pas ce qui s'est passé d'ignoble aux États-Unis pour justifier 93% de BIC d'OQTF pas appliqués en France. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc je dis simplement qu'on est dans une confusion totale et que la gauche en profite évidemment pour dire voyez ce qui se passe aux États-Unis. Alors c'est vraiment ça que vous voulez, monsieur? Non, c'est pas ça que je veux, mais ce que je voudrais, c'est qu'on limite l'immigration illégale, parce qu'en effet, là où Trump a raison, je suis désolé, il est odieux. Il est odieux, il est insupportable, d'arrogance, de narcissisme, il ment, il dit des conneries sur le climat, bon, sur la santé, c'est pas le problème. Mais quand il dit que certaines parties de l'Europe sont devenues méconnaissables, il a raison. Un recul de la droite française par rapport à Trump et aux USA. Écoutons. Écoutez, moi je vous réponds très franchement, en ce qui concerne Donald Trump, j'ai pas changé et varié de ligne. Je considère qu'aujourd'hui j'ai un certain nombre de combats communs avec lui, ça me paraît évident, dans la lutte contre l'immigration, l'insécurité, sur le narcotrafic, sur le wokisme, entre autres choses. Et je n'ai pas changé de ce point de vue. Je pense que d'ailleurs c'est des défis qui nous rassemblent entre Européens et Américains, et donc sur lesquels je continue d'avoir des relations avec les Républicains, et je continuerai d'avoir des relations avec les Républicains. Donc faire du chantage aux Européens pour annexer le Groenland, si vous permettez que je finisse. Oui. Et en l'occurrence, je ne découvre pas, contrairement à nos élites actuelles européennes, que les Américains peuvent en parallèle de cela être des concurrents géopolitiques et économiques parfois féroces, quelles que soient les administrations d'ailleurs, parce que je note qu'aujourd'hui il y a une vive réaction et bien légitime d'ailleurs aux menaces, notamment sur les droits de douane de Donald Trump, mais moi je n'ai pas oublié l'affaire Alstom, je n'ai pas oublié l'espionnage massif des dirigeants européens, je n'ai pas oublié l'affaire AUKUS. Donc je vous parle l'annexion du Groenland et vous me répondez Alstom et AUKUS. Pourquoi c'est si difficile de condamner cette menace d'annexion? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en l'occurrence ces affaires qui étaient scandaleuses et au détriment des Européens ne suscitait pas à l'époque l'indignation des élites européennes parce que c'était la gauche qui était au pouvoir. Moi, je les dénonçais, comme je peux aujourd'hui expliquer qu'il n'y a pas de négociation possible sur la souveraineté évidemment du territoire européen, comme j'ai, en juillet dernier d'ailleurs, critiqué l'accord qui a été signé entre les États-Unis et les Européens parce que je considérais qu'il était inique et à notre désavantage. Donc je veux dire, j'ai pas de leçon, si vous voulez, à recevoir de ce point de vue-là, puisque je n'ai jamais été naïve à l'égard des Américains et j'ai toujours eu comme boussole la défense des Donc, Européens. Quand vous écrivez Marion Maréchal, nos élites feraient bien de s'inspirer de sa méthode. Oui, est-ce que ça vaut aussi quand on a un président des États-Unis qui menace d'annexer un territoire européen? Absolument, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump fait quelque chose de très intéressant sur le plan politique, puisqu'il est en train d'expliquer que la volonté politique peut reprendre le pas sur la technobureaucratie, sur le gouvernement des juges qui aujourd'hui, nous rend incapacitants, qu'il fait la démonstration que, en fait, dans le grand jeu géopolitique qui nous attend, et on peut peut-être le déplorer, bien le rapport de force va s'imposer à nous, et que donc il faut être capable de défendre ses intérêts. Moi, je reproche pas à Donald Trump de défendre les intérêts américains. Je reproche aux élites européennes de ne pas défendre les intérêts européens. Non, mais je parle jamais dans le livre du fait qu'il soit un modèle. Je dis qu'il y a aujourd'hui dans sa méthode de gouvernement quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sur la manière dont nous avons renoncé au rapport de force et renoncé à la puissance et organisé finalement notre impuissance là-dedans. Parce que je finis par là. Moi, je veux bien qu'on me reproche aujourd'hui, de ne pas répondre à Donald Trump, mais ceux qui aujourd'hui veulent faire la guerre à Donald Trump alors qu'ils nous ont désarmés sur le plan industriel, sur le plan économique et sur le plan militaire depuis des années, en l'occurrence, c'est ceux qui sont aux affaires et c'est pas moi. Bien, revenons à l'Ukraine. Revenons à l'Ukraine. Monsieur Zelensky nous parle encore de garantie de sécurité européenne. Après nous avoir fait un discours complètement incendiaire à Davos. Що стосується гарантій безпеки, давайте з цього почнемо. Конкретні гарантії безпеки для України дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни. І це війна і в Україні, і це
закінчення війни потенційної в Європі. Тому що це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього Європейського Союзу. Для нас гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей. Alors là, vraiment, il y a problème parce que les garanties de sécurité européennes, on sait très bien qu'elles vont être refusées par la Russie. Mais il nous parle également d'une entrée quand même de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors là, évidemment, rentrer dans l'Union européenne qui serait finalement de la part des Russes, dirait, mais allez-y, l'Ukraine va vous couler. Allez-y, vous serez définitivement coulé. De egy dolgot tudunk, a tényeket ismerjük. És nem látok más megoldást, mint hogy bele kell törődni abba, hogy a NATO meg az Európai Unió nem húzódhat közvetlenül Oroszország határainál, mert az oroszok erre mindig háborúval fognak reagálni. Oui, nous savons très bien que la Russie finalement est rentrée en Ukraine pour simplement arrêter justement les expansions de l'OTAN. Donc, bon. Mais alors allons en Allemagne, où la représentante de l'AfD a fait un discours assez musclé quand même. Écoutez-la. Und wie kann man als Bundesregierung so wenig Selbstachtung haben, dass man nicht mal für Aufklärung sorgen wird? Ich kann Ihnen sagen, was wir machen werden, wenn wir Regierung... Elle parle évidemment de Nord Stream 1 et 2. ...Verantwortung haben. Wir werden Rückforderungen stellen. Dann sollen doch einfach die Ukrainer, der Zelensky, bezahlen dafür, dass sie unsere Leitung in die Luft gesprengt haben. So. Ein Land, das das tut, ist nicht unser Freund. Und man sollte wirklich gerade rausgehen und das wenigstens mal zugeben und ansprechen. Wir haben über 70 Milliarden in dieses Land investiert. Wir haben ihnen Waffen geliefert. Merz hat deutsche Soldaten in Aussicht gestellt. Wie kann man bloß so geschichtsvergessen sein? Im Übrigen auch deutsche Panzer gegen Russland rollen zu lassen. Wie können wir so etwas tun? Wie kann eine deutsche Bundesregierung sich für so etwas zur Verfügung stellen? Und noch was. Wir werden diese Milliarden zurückfordern. Plus Nord Stream Reparatur. Oui, demander des milliards à l'Ukraine pour réparation. Enfin, si c'est l'Ukraine. À mon avis, ce n'est pas vraiment l'Ukraine qui a fait sauter Nord Stream. Enfin bon. Alors, quand même, l'AfD est le parti montant, vraiment montant en Allemagne. C'est un parti qui prend de plus en plus de voix allemandes, et qui commence à mettre Merz. Il commence à avoir de vrais problèmes avec l'AfD. Donc, changement de l'Europe, peut-être. Mais alors, l'aide militaire française à l'Ukraine. En fait, je suis rentré mardi d'Ukraine et très concrètement, les Ukrainiens m'ont interpellé pour la première fois en disant « vos promesses ». La dernière visite de Zelensky, il est venu ici, on lui a présenté un système intercepteur de drones qui a prouvé sa valeur sur le terrain, un drone qui s'appelle Alta-Ares. On a promis d'en produire, on en est à 0, alors qu'on devait en produire des centaines. Et ça veut dire des centaines de Shahed interceptés et de missiles qui ne seraient pas tombés sur des maisons. Deuxième promesse qu'on a faite, notre ministre des Affaires étrangères a dit qu'il était favorable à Sky Shield, cette opération, pour que les avions basés en Pologne puissent intercepter les missiles avant qu'ils tombent. Et je veux saluer moi aussi l'initiative autour d'un projet qui est celui de la protection
de l'ouest de l'Ukraine. Et on m'a dit ça le lendemain des premières frappes russes sur des installations nucléaires, sur Rivne, la centrale nucléaire. Ils disent, ok, on comprend, vous vous en foutez quand on meurt. Quand ils bombardent nos centrales électriques, nos hôpitaux. Mais quand c'est une centrale nucléaire, pourquoi est-ce que ça vous concerne toujours pas, puisque réellement, s'il y avait un autre Tchernobyl, là, ça vous toucherait. Et donc, il y a cette forme Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Parce que c'est pas vrai, on s'en fout pas quand ils meurent. Eh bien, la réalité, c'est que nos promesses, intercepter leurs missiles, et fournir des systèmes d'interception qui les a pas tenus. Rien, qui coûtent 10 000 euros. Je veux dire, plutôt que de donner des centaines de milliers sur des missiles anti-chars à 200 000 euros, on fait 10 systèmes d'interception de Shahed. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, Xavier Titelman, qui allez si souvent en Ukraine. Est-ce que lors de vos voyages précédents, vous étiez fier du fait que l'Europe tenait ses promesses? C'est une fierté aussi parce qu'ils savent à quel point c'est important et que la France a une place toute particulière en étant leader. Mais là, qu'avez-vous répondu? Là, en l'occurrence, moi, je pourrais que constater que nos promesses n'ont pas été tenues alors qu'on leur avait quand même annoncé des choses qui allaient être concrètes et qui allaient réellement sauver des vies. Et malheureusement, elles ne se sont pas concrétisées. Et pourtant, c'est ce que le président de la République dit tout le temps. Nous allons aider l'Ukraine, etc., etc. Mais alors, est-ce qu'il y a des voies diplomatiques, parce que j'en avais parlé il y a 3-4 semaines, est-ce qu'il y a des voies diplomatiques d'ouvertes? C'est la ministre déléguée aux armées qui nous répond. Et comment expliquez-vous le fait qu'il y ait des discussions à Abu Dhabi avec des Ukrainiens, des Russes et des Américains et pas d'Européens? Il faudra qu'on soit autour de la table si on veut trouver une paix par la force, comme pour l'instant, on n'y est pas. Les Américains. On l'est de temps en temps, on l'est pas là, c'est effectivement pas bien. Je vais vous dire, honnêtement, on a des canaux avec la Russie, il faudra pouvoir aussi les utiliser à un moment donné. Il n'y a pas de raison que ce soit que les Américains qui parlent aux Russes. Bon, il faut le faire sans que ce soit... Ça veut dire quoi des canaux avec les on peut parler aux Russes. On le fait pas parce qu'on estime pour l'instant qu'on le fait dans certains canaux plus officieux, enfin en tout cas plus cachés, qui sont traditionnels dans les relations internationales. Maintenant, le fait est que il faut que les Européens soient autour de la table, mais c'est pas juste une question de principe. Encore une fois, c'est les Européens qui fournissent le soutien à l'Ukraine et qui le payent aujourd'hui. C'est les Européens qui vont être amenés à donner ces garanties de sécurité. Il n'y aura pas de résolution de la guerre en Ukraine et de paix par la force sans les Européens. C'est factuel. Enfin. Et aujourd'hui, les Européens pourraient être exclus de la paix en Ukraine et notamment de la reconstruction de l'Ukraine et donc des marchés économiques. Vous venez de rappeler qu'on investissait énormément pour la défense de l'Ukraine. Est-ce qu'on pourrait être écarté de la reconstruction du pays? Mais bien sûr que non. En fait, c'est impossible. D'abord parce que si jamais il y avait un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix, il faudrait apporter des garanties de sécurité. Sinon, il y aura une nouvelle guerre. Voilà, parce que la Russie, la croire sur parole, je crois qu'il faut arrêter de le faire. Donc il faudra des garanties de sécurité. Par qui seront apportées ces garanties de sécurité? Par les Européens, avec le soutien des Américains, mais bien par les Européens aussi. Donc voilà. Ensuite, je reviens d'Ukraine. J'ai parlé beaucoup de drones et de coopération industrielle. Il y a une grande volonté en Ukraine de s'intégrer à la base industrielle et technologique de défense européenne pour l'avenir. Et donc, on a besoin de cette coopération industrielle. Mais évidemment, non, les Européens ne doivent pas et ne seront pas exclus de la résolution de la crise. Alors, attendez, résumons bien. Nous ne faisons pas grand-chose militairement, nous attendons finalement que les Ukrainiens se battent pour nous et meurent pour nous. D'accord. Mais nous ne faisons rien diplomatiquement non plus. Alors, finalement, ce ne sont que des effets de manche du président de la République, qui nous dit nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons être contre Trump, nous allons être contre la Russie, nous allons affronter ces deux puissances mondiales, mais nous, petits Français, le coq. Mais on ne fait rien, absolument rien. Ce que nous faisons, en fait, c'est prolonger la guerre, prolonger le massacre des Russes et des Ukrainiens pour rien, absolument rien. Pour ne pas dire « Ah, nous avons été vaincus ». Car c'est ça, en fait. Nous ne voulons pas être vaincus, alors que sur le terrain, évidemment, nous sommes vaincus. Nous sommes vaincus, les Ukrainiens sont vaincus. Il faut l'admettre. C'est fou, ces effets de manche.
C'est complètement fou, ces effets de manche. Alors, repartons dans un autre continent, c'est le Congo. Alors, nous allons au Congo puisque depuis plus de 30 ans, il y a une guerre entre le Rwanda et le Congo. Personne depuis, enfin, tout le monde a pointé du doigt cette guerre entre le Rwanda et le Congo, mais personne n'a accusé le Rwanda car on disait non, ce sont des milices qui se révoltent contre l'État congolais. Et puis, peut-être poussé par Washington, peut-être, les Rwandais, finalement, disent, eh bien, finalement, c'est bien nous qui sommes derrière, par exemple, le M23, la milice pro-rwandaise congolaise, qui pille les ressources du Congo. Écoutez. Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Je le précise clairement afin d'instaurer la confiance par la transparence. Ces propos inédits tenus lors d'une déclaration officielle par l'ambassadrice du Rwanda, Mathilde Mukantabana, devant la Chambre américaine des représentants, ont été diffusés le 23 janvier, mais aussi repris par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, sur le réseau social X. C'est presque une reconnaissance officielle des autorités sur les liens entre Kigali et l'AFC M23. Les sources officielles contactées nous ont également renvoyé vers ce communiqué. Jusqu'ici, le Rwanda assumait tout au plus des mesures défensives dans l'est de la RDC, tout en rejetant une implication directe auprès du M23. Aujourd'hui, les termes changent. Le pays reconnaît collaborer en matière de sécurité. L'objectif, selon le communiqué, protéger les Tutsis en RDC contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Oui, alors la FDLR, figurez-vous que ça fait quand même 30 ans qu'il est là et que les gens qui étaient, soi-disant d'ailleurs, des gens qui menaçaient les Tutsis, et bien maintenant, ils ont, même s'ils avaient 20 ans à ce moment-là, ils en ont 50, 60, et bon, ils sont vraiment plus debout, hein, vraiment. Alors, vraiment, ça... Non. La déclaration de l'ambassadrice précise toutefois que Kigali n'entend pas influencer sur l'issue politique en RDC, ni légitimer le remplacement d'un pouvoir politique par un groupe armé. C'est quand même une avancée, quoi qu'il en soit. Bon, allez, revenons en France. Revenons en France à l'Assemblée nationale, vous savez, sur la commission sur France Télévisions. Alors, figurez-vous qu'on en vient au salaire des dirigeants de France Télévisions. Un salaire moyen complètement invraisemblable pour les dirigeants, mais pas pour les journalistes, pas pour les jeunes journalistes qui vont, eux, récolter l'information, et en particulier des gens qui se déplacent dans le monde entier, qui y vont. Ah non, eux, par contre, ils sont complètement oubliés. Peut-être une question sur la situation des journalistes, notamment des pigistes, où vous l'avez appris dans le rapport de la Cour des comptes, le salaire moyen chez France Télévisions est de 72 000 €. C'est un salaire moyen, c'est pas un salaire médian. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages, notamment de journalistes, de présentateurs, de pigistes, qui m'indiquent que leur salaire est bien inférieur à ce salaire moyen que j'ai pu exprimer. La Cour des comptes a aussi rappelé qu'il y avait un peu plus d'une trentaine de directeurs qui étaient mieux payés que le président de la République et donc qui percevaient chaque année plus de 200 000 €. Donc j'ai l'impression, j'attends les documents de France Télévisions, qu'il y a une forme de polarisation entre des salaires très précaires pour des journalistes, des pigistes, notamment des jeunes journalistes, et des salaires très importants, là où, par exemple, dans le milieu de la culture, le salaire moyen est autour de 48 000 €, là où dans l'audiovisuel privé, le salaire moyen est inférieur à 66 ou 67 000 €. J'aimerais vous entendre sur cette situation-là, sur cette précarité vécue par nombre de journalistes et notamment de pigistes. Comment est-ce que demain, sur l'audiovisuel public, on pourrait y remédier? Est-ce que, selon vous, il y a un effort à faire sur l'harmonisation des grilles de salaire au sein de ces entreprises publiques? Oui, merci. C'est une cause que nous défendons depuis longtemps à France Télévisions. Il y a effectivement
un immense déséquilibre entre journalistes sur les rémunérations, des écarts de salaire qui peuvent aller de 1 à 10 ou de 1 à 15. Et c'est particulièrement choquant quand on sait, comme vous l'avez rappelé, que des centaines de journalistes travaillent pour les antennes du service public tous les ans, avec des contrats précaires qui très souvent ne sont pas justifiés. On devrait les employer avec des CDI. On se bat très souvent devant les juridictions pour les faire requalifier en CDI, ces contrats précaires. Ça concerne un très très grand nombre de journalistes et c'est un des fléaux de la gestion du service public aujourd'hui. Sur la question des salaires, je profite de cette opportunité pour rappeler que le salaire moyen d'un journaliste débutant dans l'audiovisuel public, qui en général est embauché à bac+5, niveau master, c'est entre 2000 et 2500 euros net par mois. Voilà. Donc on est très très loin des moyennes que vous avez données, monsieur le rapporteur, qui sont des chiffres que nous ne contestons pas, mais qui reflètent plutôt un petit nombre de salaires très élevés qu'une moyenne de revenus qui serait partagée par la majorité des salariés de France Télévisions. Oui, et puis en particulier de tous les pigistes de France Télévisions, car figurez-vous que pour aller maintenant au baston, il faut être pigiste. Et oui, parce que France Télévisions hésite vraiment à engager des gens, même de chez lui, sur des théâtres d'opération risqués. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le coût des assurances est extrêmement grand. Extrêmement grand. Voilà. Mais enfin, ça fait pas, c'est pas nouveau en fait. Enfin, moi, je peux en témoigner également. Alors, eh bien, écoutez, mes chers abonnés, il est 11h54. C'était le point de presse du 26 janvier 2026. Au revoir.